tous et à toutes. Pour ceux et celles qui nous rejoindraient maintenant, nous sommes toujours dans la première partie du programme avec l'objectif de prendre mieux en compte la mesure des failles dans l'état de droit, des fractures sociales qui génèrent au sein de la population une méfiance croissante envers ce que Dominique appelait tout à l'heure tout ce qui semble institué envers la démocratie, et on essaye d'un peu mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Alors Valérie Gounet nous a emmenés en France. Nous allons maintenant revenir en Belgique avec des acteurs et actrices de terrain qui sont aussi observateurs et observatrices critiques de ce qui s'y passe. Je vais proposer à Gaël Demey et Serge Jacquinet, qui sont les deux intervenants et intervenantes sur place, nous aurons aussi 3 autres personnes en ligne, de nous rejoindre pour cette table ronde que nous avions intitulée « L'état des lieux d'une brisure et d'un sentiment de déclassement ». Gaëlle, tu es la première qui passe. Bonjour aussi. Alors en fait, tu as un petit peu changé de fonction. Tu travailles depuis déjà quelques années à la CSC. Tu étais responsable des seniors et responsable des femmes de la CSC. Ça, tu l'es toujours. Mais tu es aussi, depuis le mois de mars, chef de service de l'équipe d'animation, en fait. Oui. Et donc, il y a quelques années de ça, il me semble, et pas tellement longtemps, tu avais organisé un forum des exclus. Et la première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a particulièrement frappé? Quelles sont les insistances avec lesquelles vous êtes sortis de l'organisation de ce forum? Voilà, donc j'étais pas du tout toute seule à organiser le forum des exclus. On était vraiment en équipe animation, donc c'est-à-dire l'équipe animation, elle regroupe les groupes spécifiques donc de la CSC, donc au niveau interprofessionnel. Et alors le constat en fait, c'était que en 2015, il y a eu les premières exclusions des allocations de chômage. Et on s'est rendu compte qu'on perdait un public, en fait. Et donc, c'était un public qu'on avait régulièrement dans nos centres de services, dans nos groupes aussi, qui petit à petit se désaffiliait et dont on avait plus de nouvelles. Et donc, l'idée de ce forum des exclus, le premier était en 2018 et le deuxième en 2019. Je précise qu'on ne l'a pas appelé forum des exclus non plus, parce que c'est pas très positif comme terme. Mais voilà, l'idée était là, c'était d'aller rechercher ceux qui avaient été exclus des allocations de chômage. Et donc l'idée, c'était de faire un forum pour leur donner la parole, en fait, juste pour les écouter leur ressenti autour des thématiques du coup qu'ils vivaient, c'est-à-dire les problèmes au niveau de la formation, au niveau du contrôle, au niveau du statut cohabitant, et vraiment de donner la parole un maximum. Et donc la première année, on avait travaillé notamment avec Radio 27, et on avait pu aussi permettre des échanges entre ces personnes-là qui se sentaient vraiment en fracture, à la marge, mis au banc mis au banc carrément de la société, dans des systèmes de débrouille qu'ils n'avaient pas choisis, en étant à la limite de la fraude parfois, et ils en étaient très très conscients en disant mais voilà, moi je suis cohabitant, je ne peux pas vivre comme ça, ou j'ai envie de me mettre en couple avec quelqu'un et c'est pas possible, et donc voilà le système D qu'on a trouvé pour pouvoir vivre notre amour ou pour ne pas pouvoir le vivre, en fait, en se disant là c'est juste pas possible. Et donc la première année, ils ont expliqué ça, notamment aussi face à des personnes, des représentants de l'ONEM et du Forum, dont des délégués syndicaux. Et donc on a pu croiser leurs expériences en tant que travailleurs et en tant que personnes qui se retrouvaient dans les processus d'activation et finalement qui étaient témoins d'une violence institutionnelle terrible, en fait, par rapport à leur vécu, et d'une humiliation aussi qu'on leur faisait subir en allant contrôler, vous le savez bien, les brosses à dents, le nombre de matelas, etc. Et l'année suivante, on a réorganisé, donc en 2019, ce forum sur base des mêmes thématiques, mais alors après en portant la parole près des politiques. Et donc là, on avait des représentants de tous les partis politiques, et le constat qu'on a pu faire, c'est qu'en fait, ils étaient hyper fort touchés des témoignages qu'ils entendaient, et démunis par rapport aux réponses qui étaient apportées, et qu'on était aussi très loin des clichés des personnes qui ne voulaient pas retrouver d'emploi ou qui fraudaient, profitaient du système, de tous les clichés de chômeurs profiteurs. Et donc, ce qui en est ressorti, pour répondre à ta question, c'est aussi le fait que c'est hyper important de les écouter, d'avoir un espace pour permettre cette parole-là, à cette parole de s'exprimer vraiment, et que notre rôle, c'est non seulement de collecter la parole, mais après de pouvoir les mettre en mouvement. Et ça, c'est vraiment un rôle qu'on doit beaucoup plus prendre et dans lequel on doit beaucoup plus s'engager, quoi. Ouais. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit aussi que la crise du Covid, dans laquelle on est plongé, et vous êtes aussi les deux mains dans le cambouis,
elle a à la fois aggravé les choses, mais elle a été aussi l'occasion d'une prise de conscience. Je voudrais revenir un instant là-dessus. Mais c'est clair que au début, la crise du Covid, ça a un peu renversé les rôles pour certains et certaines, et ça a aussi forcé l'expérience, notamment par exemple du chômage ou de la maladie, de personnes qui s'en sentaient immunisées en fait ou vaccinées. C'est un peu la thématique du moment. Donc il y a des personnes qui n'imaginaient pas 3 secondes à un moment donné faire l'expérience du chômage, qui se sont retrouvées en chômage temporaire. Et qu'est-ce qui compte au moment où on se retrouve en chômage temporaire? Quels ont été les calculs qui ont été faits et à quoi est-ce que nous, on a été confrontés aussi comme travailleurs du syndicat? C'est finalement quel était le salaire brut des gens. À un moment donné, il n'y avait plus que ça qui comptait, c'était de se dire, voilà, combien je vais toucher, 70%, mais ce n'est pas vraiment 70%, comment est-ce que je vais boucler mes fins de mois? Et ça, en fait, quel que soit le revenu de base, parce qu'on fait aussi des choix du coup d'achat de maison ou autres, qui sont proportionnels au revenu qu'on a. Qui nous accompagne. Voilà, et donc non seulement donc on s'est rendu compte, tout le monde s'est rendu compte collectivement de l'importance de ce que les syndicats clament depuis des années, du revenu brut et de négocier du brut. Donc c'est pas juste pour des questions de... C'est pas qu'une question de philosophie ou qu'une question de belles idées, c'est qu'à un moment où on en a vraiment besoin, il n'y a plus que le brut qui compte. Et donc les chèques repas, les éco-chèques, les avantages en nature de toutes sortes, tout ça, ça tombe à l'eau complètement quand on se retrouve en chômage temporaire et en maladie aussi. Donc ça, je crois que c'est une première chose qui est vraiment apparue très très fort et de manière assez violente aussi pour certains. Et l'autre chose, c'est que la fracture entre le chômage et l'emploi a été de nouveau beaucoup plus perméable. Alors ça, les travailleurs sans emploi et travailleuses sans emploi de la CSC le clament depuis des années, que, notamment via leur campagne au suivant, que voilà, l'emploi et le non-emploi, c'est quelque chose d'assez fictif. En fait, on peut vite basculer d'un côté ou de l'autre, mais tant qu'on ne l'éprouve pas soi-même, on a toujours l'impression que c'est pour les autres, et donc il y a les mauvais chômeurs qui ne cherchent pas du boulot et les bons travailleurs qui y restent. Or, ici, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas, et que tout bon travailleur qu'on était, on pouvait se retrouver en chômage temporaire pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté. Oui. Et alors, je vais revenir un instant sur, tu disais tout à l'heure, la question du statut de cohabitant a beaucoup été évoquée dans le premier forum. Et donc, je vais te faire une double question. La première, c'est peut-être une piste pour commencer à sortir d'un modèle qui, à l'évidence, devient obsolète par rapport aux situations de vie des personnes. Et la deuxième, c'est, vous allez organiser un prochain forum. Qu'est-ce qui pourrait être dominant comme questionnement dans ce prochain forum? Oui. Alors, effectivement, la question du statut cohabitant, c'est une question... qui est toujours en cours au sein de la CSC, de se dire, comment est-ce qu'on retravaille le système d'une autre manière. Au sein des femmes CSC, on est assez clair sur le fait qu'on veut la suppression du statut de cohabitant et effectivement réfléchir aux conséquences que ça a en termes de sécurité sociale. Mais d'une manière générale, ce qu'on pense, et là je parle vraiment comme responsable plutôt des femmes CSC, c'est qu'il faut vraiment se retourner le cerveau et se dire à un moment donné, quand on travaille les choses en sécurité sociale, et on l'a vu dernièrement, on ne peut pas se permettre d'avoir l'image en tête d'un papa, une maman, 2 enfants, une maison 4 façades et un jardin. Or, c'est trop ce qui a été pris comme image, qu'on a tous eu comme ça en tête pendant le confinement. Enfin, on n'a pas tous eu, mais en tout cas, les politiques ont réfléchi et on voit bien dans ce cadre-là. Or, le cadre qui devrait être le nôtre, c'est une mère seule avec 2 ou 3 enfants. Si on réfléchit des mesures pour ce type de personnes-là, alors elles seront bonnes pour tout le monde. Et donc, ça, je pense qu'on a encore... Et là, je fais mon mea culpa aussi, après Pierre. On a encore aussi du boulot à faire pour vraiment l'implémenter tous les jours, et y compris en situation de crise où on est en situation de stress. Et pour revenir au thème du prochain forum, comme on essaie de toucher les personnes les plus à la marge dans le forum. Cette année, on s'est dit que c'était pas possible de le faire en tant que tel parce que via les moyens numériques, c'est juste pas possible de mettre ça en branle pour toucher le vrai public qu'on voulait toucher. Du coup, on est en train d'organiser pour le 6 mai un forum à l'attention des permanentes et des permanents de la CSC sur la question justement de la manière de rester inclusif dans une société de plus en plus digitale et numérique. Voilà. Merci Yaël. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans le débat. Mais tu as dit, au fond, il faut repartir, non pas du modèle type, mais des situations qui, au fond, pourraient être, a priori, celles les plus vulnérables. Les ménages seuls avec enfants n'ont qu'un revenu. Et donc, je vais vérifier si Bernadette Schack est déjà en ligne ou sur le point de nous rejoindre, parce que Bernadette est la deuxième personne qui intervient à table ronde. Bonjour Bernadette. Bonjour. Vous voilà avec nous depuis un petit village en région liégeoise. Et Bernadette, vous avez
travaillé comme assistante sociale pendant 33 ans au CPAS de Liège. Je crois me souvenir, pour avoir lu quand même des articles, vous avoir croisé un peu, que vous n'aviez déjà pas à cette époque-là votre langue dans votre poche et que vous étiez déjà quelqu'un de fort engagé et sur de nombreux fronts. Alors aujourd'hui, vous êtes retraité, mais ça se voit à peine, parce que vous avez à un moment donné créé l'association de défense des allocataires sociaux, et je crois que vous y travaillez à peu près 10 heures par jour, pour faire à la fois de la défense individuelle des personnes, mais essayer de l'articuler aussi à un travail politique. On y reviendra. Je voulais d'abord vous demander, dans les années 70, on parlait du droit pour les personnes à avoir un minimum de moyens d'existence pour mener une vie digne. Aujourd'hui, on parle de bénéficiaires et ce n'est pas du tout le même esprit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand et comment c'est arrivé ce changement-là? Voilà, eh bien, je vais essayer. Alors, moi-même, mais à part, je parle souvent de bénéficiaires ou d'usagers. Pour moi, bénéficiaire, ce n'est pas nécessairement péjoratif. Et quand je parle d'usagers des CPS, j'en parle comme on parle d'usagers des services publics ou de transport en commun ou d'autres services publics. Bon, mais évidemment, je connais l'importance des mots, le pouvoir des mots, mais au-delà des mots, ce qui est clair, c'est que la situation a changé. Donc, si on parlait d'ayant droit en 1974, c'est parce que la loi de 1974 qui avait instauré le droit à un revenu minimum, ça s'appelait le Minimex. C'était pour la première fois en Belgique qu'était instauré le droit à un revenu minimum, dont des montants étaient fixés, dont les conditions d'octroi étaient fixées, et avec la possibilité d'introduire un recours en justice contre une décision contestée prise par un CPAS. Jusque-là, tout était laissé à l'appréciation de la CAP, la Commission d'assistance publique, qui a été remplacée en 1976 par les centres publics d'aide sociale, que l'on a rebaptisé après centres publics d'action sociale. Alors, le Minimex avait certes des limites, mais c'était l'instauration du droit à un revenu. Et en fait, pour nous, c'est ça qui a fondamentalement changé, c'est la remise en cause du droit à un revenu. Il y a eu plusieurs tournants, déjà en 1993 avec la loi Onkelings qui a instauré l'obligation pour les jeunes de signer un projet individualisé d'intégration sociale. Puis bien sûr avec la loi de 2002 qui a permis au CPS d'imposer ce projet individualisé d'intégration sociale à tous les ayants droit, je ne dirais plus les bénéficiaires, et bien sûr aussi avec la loi Boursu de 2016. Alors, fondamentalement, je dois faire vite, c'est la remise en cause du droit à un revenu. Le droit à un revenu est connoté négativement, c'est qualifié d'assistanat, de dépendance, de passivité, donc c'est tous les discours sur les CPS Banque Contact. Et ce droit à un revenu a été remplacé par le soi-disant droit à l'emploi, qui en fait pour nous est l'obligation d'accepter un emploi précaire, dont les articles 60, et de fournir des preuves actives de recherche d'emploi. Donc le droit à un revenu a été remplacé par un soi-disant droit à l'intégration sociale, c'est l'intitulé de la loi de 2002, mais cette notion d'intégration sociale n'est jamais définie nulle part, et derrière tout cela, il y a fondamentalement la responsabilisation individuelle. C'est la personne qui est responsable, qui est considérée comme responsable de sa situation de chômage ou de pauvreté. Ce ne sont pas les politiques sociales qui créeraient la pauvreté, mais des manquements individuels. Donc, les deux piliers de la loi de 2002 et de celle de 2016 que nous appelons la loi Boursu, c'est la contractualisation et l'activation. Ce sont en fait aussi les deux piliers de l'État social actif instauré par le néolibéralisme. Et alors à ça, il faudrait ajouter aussi ce qui a fondamentalement changé, mais je n'aurai pas le temps d'expliquer, c'est l'obsession absolue de la lutte contre la fraude sociale avec tout ce que ça entraîne comme atteinte aux droits fondamentaux. Et Bernadette, donc merci, vous précisez bien que ce sont vraiment ces deux piliers-là qui ont été changements par rapport à ce rapport au droit pour les personnes. Qu'est-ce que la DAS, alors,
fait comme travail pour accompagner les personnes? Qu'est-ce qui est vraiment moteur et fondamental pour vous dans ce travail-là? Voilà, alors, donc, il y a 3 axes dans notre action. Je pense que vous l'avez déjà dit rapidement tout à l'heure, mais ce sont les défenses individuelles d'une part. C'est aussi agir pour essayer de modifier les pratiques d'un CPS donné. Et le 3e axe, c'est un travail politique beaucoup plus global. Je vais parler surtout maintenant des défenses individuelles parce que pour nous, elles sont vraiment extrêmement importantes, parce qu'elles sont nécessaires, parce que les ayants droit rencontrent énormément de problèmes dans les CPAS. L'examen de la demande est un véritable parcours du combattant. L'accessibilité aux services est difficile. Il y a fréquemment un non-respect des délais légaux d'examen, des énormes difficultés pour les jeunes d'obtenir le revenu d'intégration parce qu'ils doivent prouver qu'il y a rupture familiale alors que ce n'est pas une condition d'octroi, énormément de difficultés pour une inscription par exemple en adresse de référence et surtout beaucoup trop d'intrusions dans la vie privée. Par exemple, il est très fréquent que les travailleurs sociaux fassent des visites à domicile à l'improviste, fassent des visites intrusives avec ouverture des frigos, des armoires, visite de tout le logement et aussi cette obligation de fournir les extraits de compte, tous les extraits de compte bancaires des 3 derniers mois, qui est quelque chose contre quoi on se bat et on continuera à se battre et on commence à avoir des résultats positifs parce que c'est une intrusion inadmissible dans la vie privée, une humiliation qui est très, très mal vécue par les ayants droit. Il y a beaucoup d'autres problèmes que rencontrent les personnes. Mais non seulement c'est nécessaire de le faire parce que les problèmes sont importants, mais parce que personne ne le fait. Donc, c'est pourquoi nous sommes fixés l'objectif de le faire en dépit des difficultés. Et il faut savoir que nous sommes une association composée uniquement de militants bénévoles. Donc, nous n'avons pas de salariés et c'est une tâche assez immense, faut-il le dire, par rapport aux 262 CPS wallons et 19 CPS bruxellois. Alors, la caractéristique, c'est que les usagers, les bénéficiaires, les ayants droit sont isolés, atomisés, non organisés, peu ou pas syndiqués. Ils sont seuls face à l'institution et cette solitude face à l'institution est vraiment énorme. Je vais vous dire, j'ai reçu juste avant de parler un message d'une dame qui me contacte du fin fond de la province de Luxembourg. Elle me dit « Je suis tombée sur votre site, je trouve ça génial que vous existiez. Je suis perdue, j'aimerais bien comprendre. » Et donc, nous passons notre vie à informer, à rassurer, à aider, à accompagner dans les démarches. J'aurais envie de dire, on parle souvent d'un sentiment d'abandon de cette population, mais ce n'est pas un sentiment d'abandon, c'est un abandon. Le nombre de fois qu'on nous a dit, ça fait du bien de ne pas se sentir abandonné. Alors, je ne sais pas, pour être un petit peu en lien avec l'objet de la semaine sociale, je ne sais pas si nous sommes parvenus à persuader des personnes de ne pas voter ou de ne pas s'organiser à l'extrême droite, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que comme nous les défendons, ils ne peuvent plus dire aussi facilement « si j'étais étranger, je serais aidé ». Ils sont accompagnés. On discute politiquement avec eux dans les grandes lignes, mais on discute politique avec eux et ils trouvent au moins chez nous un lieu où ils peuvent être aidés, où ils peuvent expliquer leurs problèmes et pas seulement les expliquer, mais ils peuvent être réellement accompagnés dans leur démarche. Alors c'est une tâche énorme, difficile. Je pense que la seule solution par rapport à l'ensemble de ces problèmes-là, c'est la mobilisation. Notre lutte est difficile, mais elle est utile, elle est indispensable. Je vous remercie, Bernadette. Et si vous le permettez, je soulignerai encore une chose que vous m'aviez dit dans la préparation. On pourra peut-être y revenir dans le débat.
c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas cet accompagnement, on ne saurait pas non plus très bien ce qui se passe au sein des comités. Et donc, ça crée aussi un phénomène d'invisibilité si ça n'existe pas. Donc, je pense que c'est un enjeu aussi à réfléchir. La réponse n'est pas simple, mais c'est une vraie question. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Je vais passer la parole maintenant à Serge Jacquinet. Alors, Serge, vous êtes notre troisième intervenant. Vous coordonnez, je dis vous parce que je suis quelqu'un de timide, mais on se connaît un petit peu, donc je vais dire tu. Tu coordonnes les services sociaux francophones et germanophones à la Mutualité chrétienne. Et Serge, dans un article que tu as rédigé il y a quelques années, j'avais lu quelque chose que je trouvais particulièrement pertinent pour ce que nous allons, ou le cadre dans lequel nous évoquons, nous allons évoquer ton témoignage. Tu disais, osons risquer, nous aussi, cette plongée dans l'insuffisamment connu du vécu de la maladie et de l'exclusion sociale. C'est bien ça, en fait, le point de démarrage de ton témoignage. Oui, donc, tout à fait. Je te laisse la parole. Tout à fait, merci. Et donc allons tout de suite à l'essentiel et parlons effectivement de ce qui aujourd'hui retient l'attention politico-médiatique quand on parle du secteur de l'incapacité de travail. C'est avant tout l'augmentation du nombre de personnes en incapacité de travail, surtout d'ailleurs des personnes en incapacité prolongée, et corrélativement, je dirais, l'importance du budget qui est consacré au secteur. Ce ne sont jamais les situations vécues qui sont rencontrées par les services sociaux dont on parle et qu'on met en avant et qui le sont d'ailleurs souvent très douloureusement par les personnes concernées. En d'autres mots, ce sont les préoccupations d'un État davantage contrôleur et corseté budgétairement qui prédominent par rapport aux demandes de citoyens qui seraient plutôt adressées à un État social et à ses institutions et qu'ils souhaiteraient davantage accompagnantes. À cette réalité se sont superposés alors récemment, ces dernières années, des discours politiques, surtout stigmatisants, culpabilisants à l'égard des personnes, voire même des institutions chargées de les accompagner, des discours adoubés directement ou indirectement à ce qu'on appelle évidemment, et tu l'as rappelé tout à l'heure, l'idéologie de l'État social actif. Or, je pense que c'est important, à contrario de cette attente déçue des citoyens, nous assistons, et notamment à la crise socio-sanitaire que nous vivons actuellement en l'illustration quotidienne, à deux risques majeurs décrits de longue date, je dirais, au cœur de nos démocraties en crise, l'infantilisation des citoyens, via notamment la culpabilisation, et comme en écho à celle-ci, l'émergence du sentiment victimaire. Or, ces chiffres jamais atteints relatifs à l'incapacité de travail de longue durée en Belgique, ils s'expliquent essentiellement par des motifs ou des causes exogènes. Non, la sécurité sociale et ses institutions ne sont pas trop laxistes, comme le laisse parfois sous-entendre le politique, notamment, et on le disait tout à l'heure, au travers de son discours sur la fraude sociale. Oui, elle peine évidemment, tout comme les autres dispositifs sociaux et institutions du social, à absorber aujourd'hui, et probablement malheureusement encore davantage demain, un cortège de plus en plus long de personnes qui sont progressivement exclues du monde du travail et qui peinent à y remettre pied. Alors, ne devrons-nous pas lire dans cette évolution le fait que le travail se fait rare, se fait de plus en plus rare, et que le risque d'un travail qui serait réservé demain aux personnes les plus nanties sur le plan culturel et économique ne vienne percuter de plein fouet les idéaux démocratiques que nous avons et nos systèmes de protection sociale. Cette évolution, les personnes en incapacité de travail prolongée, même si elles ne l'expriment pas, elles en sont bien conscientes. Et cela génère chez elles, plus leur incapacité se prolonge, un sentiment grandissant qui est fait à la fois d'angoisse et à la fois de peur de déclassement social, comme on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas là, au cœur des déceptions et des frustrations légitimes que des citoyens exprime face à des attentes adressées à l'État en matière de protection sociale, non plus à un État mal nommé Providence et qui se contenterait d'assister ou de redistribuer, mais à un État qui devrait mieux accompagner, on l'a dit aussi, les trajectoires de vie singulières de citoyens qui sont davantage fragilisés, isolés, vulnérabilisés qu'hier, dans leur dur chemin, faut-il le dire, sur leur autonomie, leur recouvrement de leur autonomie, leur retour à l'emploi ici dans le
cadre de l'incapacité lorsqu'il s'avère possible, ou leur émancipation, car finalement, il faut bien le dire, le travail n'est peut-être pas le centre de la vie non plus. Car on ne doit pas se tromper, en effet, je pense. La plupart des personnes qui sont en incapacité de travail prolongée rêvent de reprendre leur job le plus rapidement possible. Et je dirais même que cette temporalité courte, elle est la condition du succès de la réintégration notamment. Plus le temps passe, plus la réintégration ressemble au mythe de Sisyphe. Paradoxe aujourd'hui, non des moindres d'ailleurs, l'activation réactivée, si je puis dire comme ça, ces dernières années, elle conduit davantage au licenciement anticipé qu'à la réintégration effective sur le marché du travail. Donc ça veut dire en clair que la peur du déclassement social exprimée par les personnes n'est donc pas simplement une peur, comme disait ma collègue tout à l'heure, c'est bien une réalité qui est appréhendée par la plupart des personnes en arrêt de travail prolongé. Rappelons donc objectivement maintenant que les causes de l'augmentation très importante du nombre de personnes en incapacité de travail sont principalement exogènes au système, en fait. Si je les résume, entre guillemets, elles sont liées au vieillissement de la population. Ça, c'est très clair, et notamment de la population au travail. Le risque d'être malade s'accroît évidemment avec l'âge. Elles sont liées au report de l'âge effectif de l'âge à la retraite. On a l'effectivité du passage à la retraite largement aujourd'hui postposée. L'accession de plus en plus égalitaire, et on s'en réjouit, des femmes au marché du travail, mais aussi le report de leur âge à la retraite, hein, ce qui s'est passé ces dernières années, et la fin multiple de toutes les possibilités d'aménagement de fin de carrière. Donc, mécaniquement, je dirais, c'est important de le dire parce que ça veut dire que je suis déculpabilisant ici vis-à-vis des personnes, et c'est ce que nous tentons de faire au niveau des services sociaux. Les effets conjugués de ces phénomènes ne peuvent entraîner que de l'accroissement de dépenses, et le politique le sait parfaitement. Il ne s'agit donc pas d'incriminer les personnes, ou, comme l'a laissé sous-entendre trop souvent notre précédente ministre de la Santé, d'ajouter un fardeau de culpabilité et de honte à déjà des situations vécues dans la difficulté. Cette augmentation donc témoigne aussi du vécu, évidemment, d'hommes et de femmes qui sont confrontés à des emplois de plus en plus difficiles, de plus en plus exigeants, de plus en plus intensifs, de plus en plus flexibles, comme on dit aujourd'hui, à des tensions accrues aussi dans la recherche difficile d'un certain équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et à l'incompatibilité, faut-il le dire, qui croît de jour en jour entre des injonctions drôles contradictoires. Il faut être une travailleuse performante, je dis travailleuse volontairement d'ailleurs ici, hein. Il faut être une travailleuse performante, flexible, plus que jamais disponible et rentable, mais aussi il faut être une épouse en charge des tâches ménagères, hein, comme on dit très bien, et en même temps la parente ou l'aidante proche de ses enfants, voire de ses parents, et tout ça dans une tranche d'âge qu'on appelle la génération sandwich. Ces situations de vie difficile, non seulement elles fragilisent les identités, mais elles ravivent les demandes légitimes de reconnaissance sociale et financière, je dirais, à hauteur des efforts qui sont consenties par les personnes tous les jours. Elles auront probablement demain, me semble-t-il, et quand j'écoute les assistants sociaux, des effets retours importants au plan sanitaire, parce que les acteurs sociaux sont en effet unanimes aujourd'hui à craindre le retour de manivelle qui s'annonce face à tant de problèmes de désaffiliation sociale et de santé mentale qui se multiplient et auxquels on se confronte déjà. Alors, parlons donc des invalides, parce que je sais que le temps est compté. Et puisqu'il faut les appeler comme ça, c'est un mot très malheureux d'ailleurs, hein. Ceci dit, on pourrait aussi gausser régulièrement sur les termes qu'on emploie dans le social, qui sont assez stigmatisants quand même aussi. Donc je rappelle que l'invalidité, ce sont en fait les personnes qui sont en incapacité continue et indemnisées depuis plus d'un an, voilà, sans plus. Ils sont aujourd'hui en Belgique 460 000, j'arrondis, hein. Salariés au chômage et travailleurs indépendants uniquement, donc des personnes indemnisables dans le cadre de la sécurité sociale. 65 à 70% d'entre eux ont plus de 50 ans. C'est donc bien dire que le travail devient difficile et certains types de travaux deviennent très très difficiles passé un certain âge. On compte même de manière un peu anecdotique 4000 travailleurs indépendants de plus de 90 ans dans les fichiers, c'est assez amusant. En regard de la population activable indemnisables, ce sont donc près de 10% de la population au travail indemnisable dont l'état de santé justifie un arrêt de travail prolongé. Donc ça veut dire que la maladie est bien l'une des premières sources à l'origine du retrait du marché du travail et ses conditions d'exercice en sont parfois la cause d'ailleurs.
Le budget de l'incapacité, malheureusement, puisqu'il faut parler un peu de budget, il dépasse aujourd'hui celui du chômage. L'indemnisation moyenne est de 46 € par jour, soit un budget d'à peu près 1 200 € par mois, ce qui veut donc dire un budget qui se rapproche assez fort du seuil de pauvreté ou du seuil de revenu non saisissable, enfin, tous ces paramètres qui témoignent d'une certaine, entre guillemets, précarisation. Alors, l'augmentation exponentielle de personnes en invalidité, elle est effectivement confirmée, elle est de près de 80% sur une période de 10 ans. Et les 5 dernières années, c'est plutôt 8% par an, donc c'est vraiment très, très important. En parallèle à cette augmentation, on peut dire vertigineuse des chiffres de l'invalidité, outre une diminution de 30% sur la même période du nombre de prépensionnés, de nouveau le lien avec le travail et les mécanismes de réduction de temps de carrière, outre une baisse de possibilités de réduction de temps de travail, j'en ai parlé des mesures d'aménagement de fin de carrière, une perte de qualité du travail et au travail, davantage d'emplois, comme je l'ai dit, peu rémunérés, avec une demande de flexibilité accrue, d'emplois à temps partiel obligé, mais aussi une perte de qualité de vie au travail, due notamment aux excès d'une société managériale et productiviste qui entraîne de plus en plus de burn-out et de troubles mentaux et comportementaux. C'est là d'ailleurs la première raison aujourd'hui invoquée et statistifiée, entre guillemets, dans le domaine de la capacité de travail. Mais qu'en disent finalement les personnes en invalidité elles-mêmes? 3 témoignages, parce que je pense que de temps en temps, ça vaut la peine de les entendre en direct, et nous faisons l'effort de le faire, donc je les ai repris, ils me sont revenus en mémoire en préparant cette intervention. Premier, je ne dirais pas que je suis dans un mutisme total, mais j'ai des difficultés vraiment à réapparaître pour être conforme à la société actuelle. Deuxième témoignage, ce qui est très difficile à admettre aussi, c'est que les gens ont l'impression qu'un homme jeune qui ne travaille pas, c'est un profiteur. Et troisième et dernier, mon espoir, c'est déjà que je redevienne un peu plus indépendante, c'est-à-dire pouvoir refaire mes petites démarches toute seule sans devoir toujours téléphoner à mon assistante sociale. Alors, c'est intéressant, évidemment, d'entendre ces témoignages-là, parce qu'ils témoignent évidemment d'une détresse humaine face à un événement de vie qui fragilise le rapport à soi et évidemment le rapport aux autres, mais ils témoignent aussi d'une aspiration à témoigner d'un vécu, réoffrir un espace de parole aux personnes, qu'ils soient individuels ou collectifs d'ailleurs, permet effectivement de déposer un malaise. Et ce malaise, c'est d'être déconsidéré socialement, en plus d'être malade involontairement, je dirais. Donc, entre plainte et rage, résistance, processus de deuil à assumer, quantité de témoignains recueillis questionnent en réalité la société dans laquelle nous vivons. Oui, une société qui isole et qui relègue. Oui, tout à fait. Dans les témoignages que tu disais, c'est aussi... c'est par rapport à ce qu'on croit que la société attend de nous que parfois le malaise augmente. En tout cas, c'est... Merci Serge. On y reviendra peut-être tout à l'heure aussi dans le débat. Bien sûr. Et je vais proposer à Fatima Zibou de nous rejoindre. Et vous êtes déjà là, ça c'est vraiment super. Merci beaucoup. Et donc, Fatima, vous êtes licenciée en sciences politiques de l'ULB. Vous êtes chercheuse et doctorante, et d'ailleurs en plein travail, donc je vous remercie d'autant plus de nous avoir rejoints au Centre d'études de l'ethnicité et des migrations à l'Université de Liège. Et alors, vous dirigez aussi le service antidiscrimination à Actiris, même si ça peut-être un peu plus avec l'autre casquette que vous nous rejoignez. Et donc, la question pour entrer en matière, c'est la lutte contre les discriminations est vraiment un de vos axes de travail importants. Comment est-ce que vous analysez la manière dont elle est appréhendée dans le champ politique et au prisme, en tout cas, avec ces fractures sociales qui font l'objet de la table ronde? Bonjour à toutes et à tous. C'était un vrai plaisir d'écouter les 3 précédentes interventions parce que je me suis dit, mais c'est impressionnant comment ça fait écho aussi à ma présentation qui va s'articuler autour de 3 points. Tout d'abord, une rapide contextualisation. On parle de l'état des brisures et donc il est important de mieux prendre en considération l'impact de la crise sur ces discriminations, sur le marché du travail en particulier. Dans un second temps, je vais vous parler de ces lignes de fracture qui ont un impact justement sur ce sentiment de déclassement et puis je vais présenter quelques pistes pour une mise en perspective. Et donc, pour répondre à votre question, tout d'abord, de quoi on parle ? Il faut rappeler et mettre en évidence que selon Eurostat, la Belgique présente
encore le taux d'emploi des personnes d'origine étrangère le plus faible des 27 États membres. C'est le plus mauvais élève en la matière. Et une récente étude quantitative met aussi en évidence qu'à Bruxelles, 80% des chercheurs et chercheuses d'emploi sont aussi d'origine étrangère. Alors parfois, dans le banc patronal, certains vous répondent « oui, mais ce n'est pas de notre faute, ils ne sont pas qualifiés ». Ben faux, parce que toutes les études montrent qu'à compétences égales, les personnes d'origine étrangère ont moins de chances d'être recrutées. Pour certains groupes, comme les personnes d'origine marocaine ou subsaharienne, eh bien, ils ont jusqu'à 3 à 4 fois plus de chances, entre guillemets, d'être discriminés que d'autres populations. Ça, c'est des chiffres et les faits. Mais bien entendu, les discriminations ne portent pas que sur les personnes d'origine étrangère, elles touchent aussi les personnes porteuses d'un handicap, d'un certain âge, d'une autre orientation sexuelle, etc. Et lorsqu'on s'inscrit dans une approche intersectionnelle qui prend en considération donc les différents critères protégés, eh bien, cela augmente le risque de discrimination. Ça, c'est pour les faits chiffrés, objectivés par de nombreuses études. Mais il y a aussi la réalité derrière les statistiques, derrière ces chiffres. Il y a des drames humains, de la détresse sociale, un impact sur des parcours de vie qui brisent, des discriminations qui brisent des individus dans leur insertion socio-professionnelle. Et il faut faire aussi cet état des lieux des brisures. Ce qui m'amène à mon second point, pour répondre à votre question sur ces lignes de fracture et ce sentiment de déclassement, c'est qu'il s'articule autour de 4 points. Le premier point, c'est celui de la désaffiliation. Il est essentiel qu'on se réapproprie ce concept qui a été développé par Robert Castel dans ce fameux ouvrage des métamorphoses de la question sociale. En fait, la désaffiliation correspond vraiment à la dissociation du lien social en raison, 1, de l'absence de travail et 2, de l'isolement social. Et dans ces périodes de confinement, certains ont vraiment expérimenté ce qu'était l'isolement social avec tout l'impact que ça avait. Et il dit aussi que la désaffiliation, en fait, elle révèle une situation dans laquelle les individus se trouvent écartés des réseaux producteurs de richesse et de la reconnaissance sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce concept permet de mettre l'accent sur des processus systémiques qui mènent à l'exclusion et pas à la responsabilité seule de l'individu. Et ça, quand on parle de discrimination, c'est important de mettre en évidence que la question de la discrimination en Belgique reste une discrimination qui est structurelle, systémique et massive, voire parfois même institutionnelle. Et donc, c'est important de partir de ce concept de désaffiliation pour comprendre la suite. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est cette rupture entre les individus et les institutions, et tout particulièrement le service public. Aujourd'hui, plus que jamais, on a pu voir l'importance des services publics, en particulier pour les personnes les plus fragilisées, touchées par la crise. Mais il y a un constat, c'est que c'est ceux qui ont le plus besoin des services publics qui décrochent. Et les chiffres montrent, par exemple, que pour les inscriptions au sein d'Actiris, il y a une hausse des inscriptions dans les communes du sud-est de Bruxelles, qui sont plus riches, et une stagnation dans les communes du croissant pauvre. Et ce n'est malheureusement pas parce qu'il y a une augmentation du taux d'emploi dans ces quartiers populaires, non. C'est parce qu'en fait, ces personnes ne font plus la démarche de s'inscrire auprès des institutions afin de bénéficier de l'offre de services. Et de manière plus générale, il y a un problème d'accessibilité et d'accès à l'information, comme l'a relevé Bernadette, pour ceux qui ont moins de capital culturel et scolaire. Troisième point, la fracture numérique. Gaëlle en a parlé, c'est une fracture qui est également sociale. Il faut bien mettre en évidence que les deux sont liés, fracture numérique et fracture sociale. En mettant quasi tout le monde en télétravail obligatoire, on a oublié que cela pouvait avoir un impact et des conséquences lourdes sur des personnes qui n'avaient pas aisément accès à l'Internet. 12% des 90 000 chercheurs d'emploi bruxellois n'ont pas d'adresse email, c'est presque une personne sur 10. Et une étude récente de la Fondation Roi-Baudouin montre que 40% de la population belge a des faibles compétences numériques et c'est un chiffre qui monte à 75% pour des personnes à faible revenu ou à un niveau de diplôme plus élevé. Et donc, c'est catastrophique, d'autant plus que l'étude montre que plus de la moitié n'arrive pas à faire des démarches administratives en ligne. Et pour terminer mon quatrième point, c'est la fracture qui est liée à l'impact sur la santé mentale. L'absence de perspective, la compétitivité croissante sur le marché du travail a un impact énorme sur les chercheurs d'emploi que nous rencontrons au quotidien au sein du Mon Service Actiris Inclusive, avec des problèmes d'insomnie, de dépression, de solitude, mais on pourra également y revenir. Peut-être si vous avez encore en 1 minute, ces constats, ces chiffres, comment est-ce qu'on peut y répondre? Ou
commencer à y réfléchir, en tout cas. Je veux dire, par quelle approche? Alors, en 1 minute, en 4 points. 1, passer de la lutte contre la discrimination à la lutte pour l'inclusion des personnes discriminées. On change de paradigme. Les gens qui viennent nous voir, ils ne viennent pas parce qu'ils veulent aller en justice, même si c'est important, mais ils veulent trouver un job. Et donc, il faut pouvoir mettre en place des mesures qui visent tout particulièrement l'insertion, l'inclusion socio-professionnelle de ces publics-là. 2, Bernadette l'a mis en évidence, c'est le problème d'accessibilité d'information. Et en fait, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. On peut désormais dire que l'accès à l'information est aussi devenu le nerf de la guerre. 3e point, c'est qu'on peut comprendre que le basculement au télétravail peut s'expliquer pour des raisons sanitaires, mais pour le service public qui est en première ligne, il est important qu'elle soit considérée aussi comme faisant partie des fonctions essentielles et d'assurer du coup un service en présentiel. Et pour terminer, et là ça appuie le propos de Serge Jacquinet, sur le fait qu'il est important d'apporter une approche systémique dans l'offre de services pour lutter contre ces blessures et ces sentiments de déclassement. Aujourd'hui, tous ceux et celles qui sont en première ligne doivent s'inscrire dans une démarche, dans une approche du care, c'est-à-dire de prendre soin des personnes que l'on rencontre. La prise en compte de ces dimensions psychosociales, certains parlent d'éthique du care, est un facteur important pour tous ceux et celles qui souffrent de cette crise inédite qui a un impact particulièrement lourd pour les plus fragilisés. Merci beaucoup, Fatima Zibou. Et j'ai oublié de le dire, je m'en excuse, mais nous avons des Bruxellois, mais aussi des Wallons et des Wallonnes. Et donc, peut-être juste rappeler que Actiris, en 2 mots, c'est l'équivalent du Forum à Bruxelles. Hein, mais voilà. On vous retrouve tout à l'heure pour le débat. Et je vais proposer à David Prel, s'il est déjà en ligne, de nous rejoindre. Il est aussi allé... je crois qu'il vient du fin fond de la France, donc il faut peut-être un peu plus de... Ben le voilà. Bonjour David. David, bonjour. Tu as travaillé pendant pas mal d'années à Solidarité Nouvelle, qui est une association qui se trouve à Charleroi et qui est active sur le logement. Et depuis quelques années, tu es coordinateur du Rassemblement Wallon pour le droit à l'habitat, qui est un collectif d'acteurs préoccupés par les enjeux du logement. Et c'est donc du logement que nous allons parler maintenant. Et je me pensais tout à l'heure à ce que Gaël disait, il faut absolument abandonner ce mythe de papa-maman dans sa villa avec son jardin, sa voiture, etc. Parce que c'est un modèle, et je crois que tu vas en parler, qui nous pose énormément de problèmes. Et j'ai envie de dire, ça fait 30 ans, plus de 30 ans, qu'on parle de crise aiguë du logement. Tout le monde sait que pourtant le logement, c'est un socle pour la vie des gens, pour se projeter, pour élever ses enfants, etc., que ça pèse lourd dans le budget. Et pourtant, on en reste au mythe du Belge qui a la brique dans le ventre, une brique qui est très indigeste. Ma première question, c'est, toi, depuis ton poste d'observateur critique, comment est-ce que tu analyses cette inertie-là? Et quels effets sur les gens? Merci pour l'invitation et désolé de ne pas pouvoir être en présence avec vous. Ça va faire écho, mon intervention, à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Je l'articule en 3 points. Un rapide rappel du contexte et je répondrai à ta question, Christine. Et puis, je vais mettre l'accent sur 2 fractures parmi d'autres, mais qui me paraissent essentielles autour de la question du logement. D'abord, rappeler qu'on est face, tu l'as dit, à une crise d'accès au logement qui s'aggrave depuis plus de 30 ans maintenant, surtout à Bruxelles, mais c'est aussi le cas en Wallonie. Pourquoi une crise de l'accès? Parce que aujourd'hui, il existe assez de logements pour répondre à la demande, mais la difficulté, c'est que les logements abordables et de bonne qualité sont inégalement distribués. Ils ne sont pas accessibles aux ménages aux revenus les plus faibles. Il y a des parallèles à faire avec le marché de l'emploi. Et c'est à ce niveau-là que se situe la pénurie. Très rapidement, je ne vais pas le développer, mais il y a l'augmentation croissante des prix de l'immobilier, mais aussi des loyers, un écart qui se creuse par rapport à l'évolution des revenus qui augmente moins vite. Et surtout, c'est les plus faibles revenus qui en payent le prix le plus fort, puisqu'ils doivent débourser jusqu'à plus de 50% de leurs revenus pour se loger. C'est particulièrement le cas pour les ménages qui gagnent moins de 1 000 €, qui est extrêmement interpellant. Alors, dans ce contexte, et en essayant d'aller vite, les 2 fractures que je voulais pointer, d'abord, c'est une hypothèse, mais on pourrait parler de panne du modèle dominant. Hein, pour le dire autrement, la fameuse brique dans le ventre a du plomb dans l'aile. La référence des politiques de logement depuis le XXe siècle et encore aujourd'hui
c'est un modèle binaire et linéaire. Binaire entre l'allocation d'une part et l'accès à la propriété. L'allocation, c'est en attendant mieux. L'accès à la propriété, c'est une espèce d'idéal à atteindre pour tous. C'est plus rentable que l'allocation qui est à perte. Hein, c'est un marqueur d'ascension sociale, etc. Et puis, ça constitue une épargne pension. Modèle binaire d'un côté, modèle linéaire de l'autre. Ben, théoriquement, on passe d'une cohabitation chez les parents à une location qui va être le moment de l'autonomisation et puis l'accession à la propriété une fois pour toutes comme le Graal à atteindre. Or, on voit bien que ce modèle colle de moins en moins avec les évolutions socio-économiques des 40 dernières années. En particulier, d'abord un décalage manifeste avec l'évolution des ménages et la diversité des modèles familiaux, hein. L'accroissement du nombre de petits ménages isolés, monoparentaux, on en a déjà parlé, qui sont beaucoup plus fragiles économiquement et socialement, et en particulier qui n'ont pas la capacité d'emprunt, j'y reviendrai rapidement. Les trajectoires familiales qui deviennent de plus en plus complexes, ce sont des évidences, tout ça, mais les ménages, leurs besoins évoluent beaucoup plus rapidement, les questions de cohabitation, de séparation, de décohabitation, les recompositions familiales, les gardes alternées, tout ça a un impact qu'on peut mesurer de manière assez évidente en matière de logement. Et puis, l'autre élément, c'est que comme les statuts économiques qui deviennent de moins en moins stables, hein, la flexibilisation du marché d'emploi, la précarisation, etc., eh bien, on retrouve quelque chose de tout à fait comparable au niveau des statuts sociaux et résidentiels. Logiquement, il y a une espèce d'effet de miroir du marché de l'emploi sur le marché du logement. La mobilité sociale et résidentielle d'une part, donc on va passer d'un statut à l'autre, on ne restera plus propriétaire toute sa vie, les parcours vont être faits d'aller-retour, de plusieurs changements de statut, et autre comparaison avec le marché de l'emploi, c'est que en situation de pénurie du logement de qualité abordable financièrement, eh bien, on se retrouve face aussi à des injonctions dans certains dispositifs à rechercher du logement. Peu importe si on en trouve, mais on doit démontrer qu'on est bien proactif pour rechercher du logement. Il y a à côté de ça, je passe rapidement là-dessus, mais des nouveaux besoins, des nouvelles aspirations, des nouveaux rapports à l'habitat qui, ils sont pas tout à fait nouveaux, mais ils s'accélèrent ces dernières années. Je les cite très rapidement, mais il y a d'un côté cette espèce de ruée vers l'habitat léger, hein, l'accès à la propriété de biens qui étaient socialement peu qualifiés jusqu'à présent, voire disqualifiés, des chalets, des caravanes en zone de loisirs, mais aussi des yurts, des tiny houses, etc. On voit bien que ce phénomène s'accélère et pas seulement pour répondre à un besoin économique, mais aussi de l'autre côté, le développement d'habitat collectif, partagé, que ce soit les colocations, l'habitat groupé, l'habitat solidaire, coopératif, intergénérationnel. Et puis aussi le développement, qui n'est pas neuf non plus, mais d'occupation, de squat, pour être plus clair, pour répondre à la crise, en particulier aux difficultés de logement de publics très très vulnérables. Alors ce modèle, il est aussi en panne parce que, et c'est une fracture en soi, il y a une dualisation croissante de l'accès à la propriété. Je passe très vite là-dessus, mais c'est assez interpellant. En fait, la durée d'emprunt nécessaire, d'après des projections, hein, la durée d'emprunt nécessaire pour financer l'achat d'un bien dépasse les délais légaux pour les 5 premiers déciles de revenus, c'est-à-dire 50% de la population la moins riche, entre guillemets, donc la moitié des ménages, selon le type de bien, n'ont même pas accès à cette capacité d'emprunt, simplement par rapport à la durée. Puis évidemment, on sait que seuls les ménages qui ont les revenus les plus élevés, et donc ça renvoie en particulier au modèle des deux revenus dans le ménage, ont encore la capacité d'emprunter. Et puis, je l'ai sous-entendu, mais rappelons les risques liés à la perte d'emploi, la séparation, l'instabilité des statuts, etc. Donc, c'est le premier élément que je voulais mettre en évidence. Tout ça, ça s'accommode assez mal avec ce modèle dominant d'accès à la propriété qui est assez rigide et sur lequel les parcours peuvent venir se fracasser. C'est une fracture qu'on peut considérer de structurelle et qui est finalement assez peu prise en compte, peu analysée dans le secteur du logement. La seconde fracture sur laquelle je voulais attirer l'attention, c'est, vous pourrez parler d'une fracture interstitielle. C'est un ensemble de petites fractures à l'intérieur même du système qui font que la recherche d'un bon logement ou le maintien dans son logement
constituent encore plus un parcours du combattant pour les personnes fragilisées. Alors, d'abord, il y a la grande complexité, la technicité croissante des réglementations. C'est de plus en plus difficile de s'y retrouver dans les règles, les procédures, et puis de faire les bons choix dans les démarches. On a tendance à faire comme si tout ça allait de soi, comme si c'était limpide, mais aussi de penser les choses à partir d'un référentiel de classe moyenne, comme on l'a dit, papa, maman, des enfants, une maison, un jardin. Or, plus on creuse, moins le système paraît praticable, en particulier pour les ménages les plus vulnérables. Je vais développer un tout petit peu et donner quelques exemples. D'abord, il y a une inflation, mais c'est pas propre au logement, un empilement et une incohérence et une certaine opacité des normes. Par exemple, les règles ne sont pas les mêmes quand on est candidat au logement social ou à une agence immobilière sociale ou à d'autres pour accéder à un logement géré par d'autres opérateurs. Hein. Il n'y a pas de passerelle entre pour passer d'un opérateur à l'autre de manière fluide, ce qui est quand même ce qui devrait nous interpeller. Un autre exemple très concret, il n'y a pas une définition réglementaire unifiée de ce qu'on considère comme une personne sans abri, selon qu'on parle de l'action sociale, du logement ou de la réglementation fédérale. Par ailleurs, d'autres exemples, mais qui sont plus liés à des doubles contraintes. D'une part, quand on est en situation d'expulsion, on peut demander au CPS de sa commune une attestation de sans-abri qui donne accès à une série de droits et de possibilités d'être aidées. Eh bien, systématiquement, quand les personnes qui savent qu'elles sont sous le coup de l'expulsion demandent au CPS d'obtenir cette attestation, elle leur a répondu qu'elle sera délivrée après l'expulsion, puisque c'est seulement alors qu'elles seront sans abri, c'est déjà interpellant. Mais surtout, on entend parfois dans certains cénacles que cette attestation est considérée par des responsables comme une espèce d'attestation de complaisance, alors que les gens n'ont pas demandé qu'on leur fasse cette attestation, c'est les institutions elles-mêmes qui l'ont créée. C'est aussi interpellant. Je passe rapidement sur l'autre exemple, mais les procédures à suivre en cas d'insalubrité pèsent sur les locataires, ce qui pose plein de problèmes. Et puis, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver parce que selon les choix qu'on fait, on peut se retrouver sans logement. Alors, il vaut mieux être dans un logement insalubre que sans logement. Et une réglementation qui vise à améliorer la qualité du logement peut aboutir à ce qu'on le perde. Je ne vais plus être très long. Je vais te proposer encore une minute, mais juste pour qu'on se comprenne bien, donc on peut à la fois parfois se retrouver du jour au lendemain expulsé parce qu'il y a un arrêté d'insalubrité, mais quand soi-même on a besoin de faire valoir des problèmes d'insalubrité, c'est beaucoup plus compliqué et il faut prendre le risque de se retrouver à la rue pour pouvoir avoir un certificat qui par ailleurs peut être traité de certificat de complaisance. On est un petit peu là-dedans. C'est pour qu'on voit bien le voyage en absurdie pour certaines personnes. Et donc, encore une minute, David ? Je vais essayer. Je voulais développer juste un élément. D'abord, la pénalisation des stratégies de survie qui sont développées par les habitants les plus fragilisés. Ça fait écho à ce qu'on a évoqué par ailleurs. Mais la sanction de la cohabitation, tout le monde connaît bien cette problématique depuis très longtemps. Mais aussi le fait que au plus on s'adapte au système, au plus ça va être reproché, faire valoir ses droits, épuiser les voies de recours, les procédures, etc. Ça devient suspect. C'est presque mal vu et ça peut se retourner contre les personnes. Et le dernier point que je voulais soulever avant d'arriver à des conclusions, et ce sera rapide, mais pas en une minute, c'est une analyse un peu naïve, mais de développement de ce que moi j'appelle des pratiques de gestion de la pénurie dans le chef des acteurs du secteur. Alors une tendance à banaliser des situations extrêmement graves, faute de réponses satisfaisantes, et on ne se pose même plus la question des effets. Et en même temps, une responsabilisation individuelle systématique face à la faiblesse de solutions structurelles ou aux incohérences du système. Par exemple, je l'ai évoqué, mais très rapidement, la fermeture collective de bâtiments pour cause d'insalubrité, sans relogement par les autorités, est à la limite considéré comme quelque chose de normal. C'est heureusement exceptionnel, mais ça se produit et il n'y a pas énormément de choses qui sont faites aujourd'hui pour y pallier. Un autre exemple, c'est les expulsions judiciaires. Le passage par la case rue va être considéré de plus en plus comme normal dans l'urgence. Il faut
travail social, on ne sait rien faire, c'est la procédure, la loi est comme ça. Or, ça a un impact extrêmement grave et durable sur les ménages, en particulier les enfants, mais aussi sur la collectivité, avec les coûts cachés. Et puis, une dimension structurelle qui est systématiquement oblitérée. Je ne vais pas développer maintenant, mais il y a évidemment des liens avec la crise économique, le coût du logement, la faiblesse du logement social, etc. Et donc, pour terminer ce point-là rapidement, il y a une tendance dans ces pratiques de gestion de la pénurie à aller vers une sélectivité accrue, à orienter l'aide aux plus méritants, voire à mettre certains publics en concurrence. Et ces sources vraiment de dérives insidieuses qui sont dangereuses pour tout le monde, ben, ça fait quoi ce qui a déjà été dit, une hyper-responsabilisation individuelle, des postures qui sont parfois peu bienveillantes, voire carrément de la maltraitance institutionnelle. Alors, ces fractures, elles sont aussi graves que celles du modèle dominant dont je parlais. D'un côté, ça entretient la stigmatisation, les préjugés, des discriminations à l'égard des classes populaires. On entend régulièrement parler, oui, mais ces gens-là, il y a une espèce de racisme social, ce sont les mêmes ressorts en tout cas. De l'autre côté, ben, ça alimente ce qu'on a déjà évoqué plusieurs d'entre nous, ce que je qualifierais d'une espèce de désenchantement institutionnel. On n'y croit plus, les institutions ne peuvent plus rien, ne sont pas pour nous. Ça accentue le décrochage, le sentiment, mais même l'abandon, comme ça a été souligné, le ressentiment et les frustrations, enfin, c'est extrêmement interpellant. Ces fractures, ça entretient une incompréhension qui est fondamentalement dangereuse et il ne faudrait pas qu'elle devienne structurelle. J'ai quelques pistes pour conclure qui peuvent aller très rapidement. Mais en 30 secondes, David, mais en te disant aussi que tu pourras revenir sur l'une ou l'autre aussi dans le débat pour les développer, d'accord? Ok, mais donc simplement dire que j'en avais d'autres, mais qui me semble fondamental par rapport à ces questions-là, c'est d'opérer ici aussi une espèce de révolution copernicienne, hein. Revoir fondamentalement les manières de faire et développer une politique du logement qui soit effectivement orientée habitants, qui soit centrée sur les habitants, qui leur fassent confiance dans les démarches et les dynamiques qu'ils développent et que les habitants soient vraiment placés au centre du dispositif, que le système s'adapte à leurs besoins plutôt que l'inverse. Je ne serai pas plus long. Merci pour votre attention. Je te remercie, David. Et donc, je ne vais pas faire plus long non plus. Je proposais, ce qui était prévu dans le programme, une petite pause de respiration. Et puis, on va retrouver tous les intervenants et les intervenantes de la matinée. Et on aura alors un petit temps de débat où on repartira des questions qui auraient été posées par vous-même dans le chat. À tout de suite.